Bonjour Michel Polnareff. Salut Patrick. C'est un événement de vous avoir ici sur ce plateau, un grand bonheur. 210 000 personnes vous ont applaudi à la fête de l'humanité. C'est un record absolu. Une marée humaine. Qu'est-ce qu'on ressent, Michel ? Déjà, sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient un peu reproché de faire partie de cette fête. Mais enfin, moi, je suis complètement apolitique. Et en fait, il faut considérer le truc comme un grand événement musical, ce que ça a été d'ailleurs. Donc on a toujours un peu le trac quand même, parce que ça fait quand même pas mal de monde On a encore le trac aujourd'hui, Michel Polnareff. Moi, je crois que le jour où on n'a pas le trac, je crois qu'il faut arrêter, parce que ça veut dire qu'on n'est pas normal. Hein. Je veux dire, donc comme j'ai l'intention de rester normal le plus longtemps possible, je veux dire, non, c'est vrai que bon, en plus, il y avait un tel amour du public pour moi, et ben, je veux dire, c'est tellement touchant de voir certaines personnes dont certaines me voyaient d'ailleurs pour la première fois. Donc j'ai ressenti tout ça, c'était très émouvant, un succès vraiment formidable. Oui, 300 000 personnes depuis que la tournée a repris, et bientôt la tournée va être internationale. On vous attend dans le monde, Michel. Ben oui, j'en profite d'ailleurs d'être sur ce plateau pour saluer tous les moussaillons du monde entier, parce que d'habitude, je parle qu'à ceux en France, ou en Belgique, ou en Suisse, etc. Mais là, ça me donne l'occasion de les saluer. L'amiral vous salue où que vous soyez. Et l'amiral va venir vous voir. Et l'amiral va aller notamment au Japon. Ça faisait plus de 30 ans que vous n'étiez pas retourné là-bas. Vous êtes une star. Oui, alors le problème que j'ai avec le Japon, en fait, parce que les Japonais qui sont vraiment d'une fidélité, les MPM, qui s'appellent les Michel Polnareff Maniacs, viennent régulièrement me voir en France. Et le truc qui m'embêtait, c'est qu'on n'avait pas la possibilité de présenter le même spectacle au Japon, parce qu'il y a 100 tonnes de matériel à transporter, donc ça pose quelques petits problèmes de poids. Et donc je voulais pas qu'ils aient l'impression qu'ils étaient traités en parents pauvres et qu'on leur donnait pas ce qu'on donne aux Français. Donc c'est toujours le truc qui m'a un petit peu freiné pour me rendre au Japon. C'est la générosité, mais c'était en 1966, Michel, que tout a commencé. Allez, ça fait 50 ans. Ah ouais. 1966, ça rappelle une chanson, une poupée. Ouais. C'est une poupée qui disait pas oui, hein? Non, pas vraiment. Elle dit oui maintenant. Elle dit oui maintenant? Oui. Pourquoi elle disait non à l'époque? Parce que je pensais que comme il y a certains sens de négativisme des fois dans notre culture, je pense que si ça avait été la poupée qui fait oui, je pense que ça n'aurait jamais marché. Et alors, ça a été le début d'une histoire merveilleuse, histoire d'amour avec le public, enregistrée à Londres, dans le studio de Donovan, avec Jimmy Page à la guitare. Bravo, oui. Exact, et John Paul Jones à la basse. C'est vrai que j'avais demandé un truc impossible, parce qu'à l'époque, je voulais pas du tout être chanteur, je voulais pas être au premier rang. Je voulais composer pour les autres, et puis quand je me suis aperçu qu'en fait c'était plus facile de faire tout soi-même, j'ai cédé à la pression, puis voilà, je suis encore là. Quel succès international cette chanson, elle va être reprise par les Byrds, Scott McKenzie, Johnny, Mylène Farmer, et puis écoutez ce son de guitare, ça nous rappelle... Cock Robin. Oui, mais aussi quelqu'un d'autre, et là, pour le coup qui joue de la basse, et non pas de la guitare, c'est Jimi Hendrix. Exact, oui. Écoutez ça. Noel Redding à la guitare. Exact, oui. Et alors? Et Miss Mitchell, si je me trompe pas, à la batterie, ouais. Incroyable. Souvenir d'une tournée avec Johnny. Oui, ça n'a pas été vraiment une tournée. J'ai fait quelques dates avec lui au Palais des Sports. C'était un bon souvenir. C'était un peu dur pendant les répétitions parce que Johnny à l'époque venait pas forcément aux répétitions, et donc je me retrouvais un peu satellisé. Et je ne savais pas exactement quel était l'ordre des chansons. Donc j'étais terrorisé parce qu'il avait une chanson, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Si tu parles la première. Et l'intro était moi.
Et je ne savais pas à quel moment ça se passait. Donc j'étais un peu nerveux parce que comme l'ordre changeait constamment, je n'étais pas sûr exactement à quel moment il fallait que j'attaque. Mais Johnny et moi, on est copains depuis toujours. Et c'est un formidable souvenir qu'on évoque très souvent quand on se voit. Ah oui. Et Love Me, Please Love Me. Parce que tout de suite après, ça va être sur toutes les radios. C'est une forme de révolution. Vous engagez une forme de révolution musicale, Michel. Oui, enfin, sans m'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire que j'étais tellement épris de la musique anglaise, de la musique américaine, que je pense, oui, avoir emmené une espèce de compromis entre les deux cultures, anglo-saxonne et française, et avoir un petit peu participé à la fin des yéyés, disons. Ouais. Écoutez ça, juste un instant. Ces souvenirs incroyables. Hein. Alors, c'est évidemment le pianiste que vous êtes. Mais qu'est-ce que ça a été dur? Vous le racontez dans ce livre, appelé Sperme, d'ailleurs on va en reparler. Ça a été dur d'apprendre le piano. Votre prof vous tapait sur les doigts, 10 heures par jour. Bah, surtout quand votre prof, c'est votre prof à domicile qui s'appelait mon père et qui, disons, avait une certaine tendance à me frapper à chaque fois que je faisais une erreur. Et ça m'arrivait évidemment parce que j'avais pas la connaissance que j'ai maintenant. Maintenant, si je fais une fausse note, c'est une fausse note qui m'amuse, oui. dont je rigole. À l'époque, c'était pas le cas du tout. Mais vous dites même, j'ai payé les pots que je n'ai pas cassés. Ouais. Oui, ça a été difficile. Alors, j'en ai voulu beaucoup à mon père, qui voulait d'ailleurs absolument pas que je fasse ce métier, si on peut appeler ça un métier. Pour moi, c'est une mission, c'est pas un métier. Des fois, je me dis, mais des fois, avant de rentrer sur scène, l'autre jour, j'avais dit à Coulier, en rentrant sur scène, j'avais toutes les fois, j'ai dit, je te déteste. Ok, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais je veux dire, ça fait peur quand même. C'est bon. Et puis en même temps, après, on a dit après, puis il me dit, tu me dis, je te déteste. Et alors, tu t'es bien régalé. Tu dis oui, mais je lui dis, je te déteste. Comment on dit, je t'aime. C'est parce que c'est vrai que c'est formidable de vaincre sa peur et d'aller et puis de donner tellement de bonheur au public. Ça, c'est la récompense. Oui. La récompense. Vous parlez de ce père dans ce livre, Michel. Et vous dites aussi, évidemment, qu'il ne vous a pas aidé. Vous racontez un concert, vous faisiez la première partie des Beach Boys. Vous racontez tout ça, mais vous dites, après sa mort, un jour, vous découvrez qu'il a une malle. Et d'intérieur de cette malle, il y a tous les articles, il collectionnait tous les articles de presse sur vous. En fait, je pense qu'il était mon premier fan. On en connaît d'autres qui actuellement le sont et qui disent pas mal de choses pas très bienveillantes à mon égard. Je pense qu'on peut être fan et jaloux, bizarrement. Mais l'ensemble du public, enfin, ce que j'appelle les moussaillons, vraiment les purs et durs, etc., vraiment me suivent d'une façon tellement... Et puis c'est réciproque. Je les aime autant qu'ils m'aiment. Oui. Comme l'amour, avec toi. Comment une chanson comme ça peut faire scandale? Interdite avant 22 heures. Oui. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Il y a quand même... moi, quand je la chante actuellement, bon, je la redis pas du tout, mais je la trouverais presque désuète par rapport à certains textes qui sont actuellement autorisés sur les antennes. Oui. Mais enfin bon, c'est un changement d'époque, et tant mieux. Dire « je veux faire l'amour avec toi », mais ça s'était jamais vu dans une chanson, ça. Non, c'était... à l'époque, c'était quand même « Let's Spend the Night Together » par les Stones. Pour moi, c'était évident qu'il fallait parler comme ça. Et pour moi, il n'y avait absolument aucune vulgarité dedans et rien de déplacé. Oui. Mais vous dites « j'étais amoureux et je suis amoureux de l'amour ». C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Amoureux des femmes, et notamment des actrices. Oui. Collectionneur de femmes, vous l'avez dit. Oui, j'ai eu une période assez active, effectivement, de l'autre côté de l'écran.
Et c'est une époque dans ma vie. Disons que maintenant, j'ai une vie différente puisque j'ai un petit garçon, j'ai une compagne. Et donc, je ne suis plus sur le marché. Quoi, non, vous n'êtes plus sur le marché, mais votre compagne qui est merveilleuse, Daniela, d'ailleurs, à qui on doit de belles photos qu'on voit pendant cette émission. Magnifique, magnifique, et qui prépare d'ailleurs le livre de la tournée. Oui, et un petit enfant que vous aimez tant, Michel, et que vous avez mis au monde vous-même. J'adore Luca. Luca, il est élu. C'est quelqu'un d'élu. Il est absolument extraordinaire. Il est en Californie actuellement. Il travaille. Il regrette beaucoup de ne pas être avec moi. Je regrette beaucoup qu'il ne soit pas avec moi aussi parce que c'est un. Je veux dire que quand je chante pour le public, bien sûr, et je chante beaucoup pour lui et pour Daniela. Oui, avec une forme de défi, mais pas de provocation. Mais c'est vrai, quand on se souvient de cette affiche où vous montrez vos fesses, Michel, vous avez d'ailleurs dit j'avais des fesses nationales. C'est un monument national. Il faut se méfier, il ne faut pas être un monument parce que les chiens pissent dessus. Mais bon. Mais je veux dire, non, c'est sûr que ça fait beaucoup de bruit. Donc, bon, je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. Puisque à la même époque, je me suis fait escroquer par ce Bernard Sonnot, dont je peux dire son nom puisqu'il a été condamné. Et donc, d'une certaine façon, de la même façon que peut-être je dois remercier mon père de m'avoir obligé à avaler les gammes, à avaler le piano. D'une certaine façon, je vais un petit peu loin là, mais je ne voudrais pas quand même remercier M. Bernard Sonnot, mais disons remercier peut-être la situation qui m'a permis de découvrir le monde entier. Mais extraordinaire cette affiche. Mais qu'est-ce que vous prenez comme coup? On vous poursuit, on vous attaque en justice, c'est terrible. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Il y a puisque bon, je devais de l'argent aux impôts, puisque l'argent avait été volé par cet individu. Je tiens d'ailleurs à dire, parce que ça me rend absolument fou de rage quand je m'entends traiter d'exilé fiscal. J'ai remboursé tous les impôts que je devais, et si j'étais resté, c'est évident que je n'aurais pas pu me refaire, parce qu'on m'aurait tout saisi, et je ne pouvais pas me refaire et faire face aux dettes qui m'avaient été occasionnées par ce sinistre Bernard Sonnot. On va reparler de ce départ, mais d'abord, quand même, après vous faites une photo, et alors cette fois vous êtes de face, avec un chapeau, et vous dites, le chapeau tenez tout seul, et vous avez les deux mains en l'air, et vous avez, la pause dure 3/4 d'heure, et vous remerciez votre assistante. Je remercie l'assistante de Tania Kalea qui a permis bon, il faut quand même être modeste, hein. Le chapeau n'était pas tellement lourd. Hein. Mais 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, ouais. C'est bien. Il n'y avait pas d'épingle, il n'y avait pas de colle, il n'y avait pas de scotch, il y avait... Non, c'était... Et vous dites, Carlos a fait une couverture en vous imitant pour rigoler, mais lui, il avait mis un élastique, c'est ça? Bah oui, mais il n'avait peut-être pas la même assistante. Et vous l'avez prouvé, vous êtes un homme, Michel. Bah oui, il paraît, oui. Ça vient d'où, ça? Je suis un homme. Bah, c'est comme à l'époque, bon, vous savez, moi on m'a traité de tout, d'antisémite, d'homophobe, de machin. Je n'ai jamais eu tous ces problèmes. Mais enfin, il y a toujours des rumeurs, des bruits de couloir qui sont tous plus faux les uns que les autres. Il y a des gens qui disent que je suis détestable. Ça fait partie, heureusement, des gens qui m'ont jamais rencontré. Ceux qui m'ont rencontré disent pas la même chose. Vous êtes toujours debout, quoi. Oui, mais c'est pas ça. Ouais, j'aime rebondir, moi. C'est pas que j'aime les difficultés. C'est pas que j'aime qu'il m'arrive des catastrophes. Mais disons que j'aime bien quand même quand il y a des challenges et qu'il faut les surmonter. Ça me fait bander un peu, quoi. Ça vous fait bander. Oui, voilà. D'où le chapeau. Voilà. D'où le chapeau et d'où je suis un homme. Écoutez là, quelques instants, ça. C'est mythique, hein. Je suis un homme, quoi, le plus naturel ensemble, lui aussi. Ah oui, votre style correspond à votre état civil, Michel. Oui. Et un jour, vous l'avez dit, j'irai tout nu. Hein, sur les avenues. Oui.
Et on verra bien. Oui, là-haut sur mon podium, oui. C'est vrai qu'à l'époque, disons, j'avais la réputation d'être homosexuel. Ce qui n'était pas le cas. Encore une fois, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais j'avais des grands amis homosexuels comme Brialy, Chazot, qui étaient des gens absolument brillants et avec qui j'ai passé des moments merveilleux. Mais je voulais faire une mise au point sur mes préférences sexuelles, qui étant donc voilà, je dis bon, les temps changés, c'est peut-être un jour je vais aller dans le Marais, on me traitera de sale hétéro, je sais pas. Mais bon, je veux dire, non, j'ai écrit cette chanson-là parce que c'est vrai que j'en avais marre de me faire traiter de pédé, alors que c'était pas mon truc. Ouais. Et donc un jour, vous en avez vraiment marre. Vous partez aux États-Unis. Il va y avoir des moments sombres, il faut le dire, dans cette période. Des moments où on doute de soi, des moments très durs, Michel. Ouais. Ouais. Loin de la France. Oui, d'où en fait l'hymne, puisque justement là on parle au monde entier, dont l'être à France, qui est quelque part devenu l'hymne des expats. Moi, je reçois beaucoup de courriers du monde entier où c'est l'hymne des expatriés, parce que on est toujours français, mais plus complètement. On vit dans un pays où on n'est pas américain, où on n'est pas, ça dépend des pays où on se trouve, et donc on est un peu déraciné, on a un peu les pieds au milieu de l'océan, quoi. Oui, c'est l'être à France, c'est un chef-d'œuvre, écoutez. C'est un silence de la foi Une chanson extraordinaire. Et ça, quand c'est repris par le public, je peux vous dire que ça fait c'est une sacrée émotion. Ouais. Vous avez rencontré Claude François peu de temps avant sa mort, vous le dites dans ce livre, il vous dit « Toi, tu as eu le courage de tout plaquer, de partir. Moi, j'aimerais avoir ce courage. Il vous dit ça, Claude François. Moi, je le connaissais bien parce que j'ai fait le début de ma carrière en première partie de ces spectacles. C'était un mec dur, mais grand, il baissait la professionnel. lumière pendant que vous passiez, hein. Il était un peu jaloux. Il m'a fait pas mal de trucs. J'en ai jamais voulu parce que bon, j'ai beaucoup appris. Je veux dire, on apprend beaucoup quand on a affaire à des professionnels de cette taille-là. Oui. Sous quelle étoile êtes-vous né, Michel Polnareff? Écoutez, sur l'ensemble, une très bonne. Elle a toujours été là pour moi. Vous savez, il y a des gens qui disent toujours « Ah là, quand j'étais dans la merde, moi, je me suis retrouvé dans la merde souvent. Il y a toujours eu... On dit « Ah oui, alors quand j'étais dans la merde, il y avait personne autour de moi, etc. » Moi, je ne peux pas le dire. Il y a toujours eu quelqu'un ou quelques-uns qui m'ont toujours soutenu. Oui. Vous dites dans ce livre « Je n'ai pas peur de la mort parce que j'y crois pas. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense quelque part, j'ai l'impression que je serai immortel. Je vais peut-être être le premier, peut-être le seul. Mais je crois que la science évolue tellement en ce moment qu'on peut y penser. Oui. Alors je ne veux pas être immortel à la Dabadi. Qui est immortel par sa... Ça, c'est vrai, il est académicien. Voilà. Non, vous voulez pas être académicien. Hein. Non. Pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas un but en soi. Par contre, il faut être en forme, bien sûr. Hein. Il n'est pas question de rester si on est diminué. Voilà, c'est pas le cas et le chapeau tient toujours. Le chapeau tient toujours. Oui. Mais une chose est sûre, Michel, on ira tous au paradis. Ah oui. Vraiment. Oui, non, mais oui. vous êtes sûr de ça? Oui, je pense qu'il y a des grandes injustices, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne le méritent pas. Mais c'est bon, c'est une chanson qui est un symbole c'est jovial et positif. Donc allez, on pardonne tout, voilà, et puis Oui. on ira tous au paradis. Mais tout le monde, même les putains. D'ailleurs, que vous aimez. D'ailleurs, vous dites, j'ai toujours aimé les prostituées. Vous le dites dans le J'ai un livre. énorme respect pour les prostituées. Oui. Énorme respect, parce que je pense que c'est des femmes qui sont courageuses. Je pense que c'est des femmes qui empêchent, qui protègent quelque part les femmes, Ouais. dans la mesure où il y a des mecs qui se débarrassent de leurs problèmes et qui vont pas violer
une femme qui ne mérite pas, à moins qu'elle en ait envie. Pourtant, les femmes, elles vous en ont fait voir toutes les couleurs. Un Oui, mot, quand oui. même, vous racontez qu'il y en a une qui a failli vous attaquer à la hache. C'est vrai, ça? Elle n'a pas failli, elle m'a attaqué à la hache. Oui, absolument. Elle ira quand même au paradis, celle-là. Ben, elle ira au paradis avec sa hache. Elle ira au paradis. Toutes les malsains, tous les voleurs, toutes les malvies, tous les bandits, on ira tous au paradis. Tout le monde ira au paradis. Même les hommes politiques, ils iront au paradis, Michel Polnareff. Je suis, alors sincèrement, complètement apolitique. Je suis apolitique. C'est bien ou pas bien, je ne sais pas, je n'ai jamais voté de ma vie. Donc alors, oui, parce que tout de suite, on a l'impression, par exemple, que j'ai fait la fête de l'humanité, ça y est, j'étais communiste. Oui. Quand j'ai fait le Champ de Mars invité par Sarkozy, 1,5 million de spectateurs Oui. au Champ de Mars. Oui, exact, oui. Hein? Donc j'étais un sarkozyste. Je veux dire, j'ai toujours dit que j'étais tellement flatté de faire cet événement que je remercie énormément Sarkozy, qui se trouvait être le président de la République. Je l'ai fait pour le président de la République qui a été élu démocratiquement par les Français. S'il avait pas gagné... C'est un autre. Non, mais- Si Ségolène Royal avait gagné et m'avait demandé la même chose, je l'aurais fait pour Ségolène Mais Royal. Marine Le Pen nous avait dit, elle a un front national, moi j'ai des fesses nationales. Oui, mais ça c'était pour rigoler. Oui, parce que j'aime bien m'amuser aussi. Hein. Ouais. Je Au veux dire, fond, c'est pas ça finalement. Vous dites, c'est tellement drôle, les moussaillons. Vous, l'amiral, la vie, c'est un jeu, c'est quoi, Michel, au fond? oui, enfin c'est un jeu qui peut être dangereux. Hein. C'est un jeu, oui. Mais vous savez, pour revenir 2 secondes sur l'histoire de la politique, si vous faites, par exemple, je fais l'Humanité, qui est entre vous et moi pas un événement communiste à mon avis, mais qui est un grand spectacle musical. Je veux dire, c'est un vrai plaisir de faire des choses comme ça. Je veux dire, et alors donc du coup, je suis communiste. Avant, j'étais sarkozyste. Alors après, on va dire que je mange à tous les râteliers. Enfin, non, je suis apolitique. On est toujours seul face au malheur, et il n'y a que le bonheur qui se partage. Partager du bonheur. Ben c'est ce qu'on fait tous les soirs en tournée. C'est formidable de voir le public qui part en chantant, en dansant dans la rue, une fois que le spectacle est terminé. C'est-à-dire que le spectacle qui doit durer tant de temps, moi je reste assez longtemps sur scène. Je veux dire, c'est formidable de voir qu'une fois que le spectacle est terminé, moi, je l'ai terminé, mais il continue pour ceux qui ont assisté. Ça, c'est un moment de bonheur formidable. Ça veut dire que quelque part, vos chansons leur appartiennent. Elles sont à eux maintenant. Oui, effectivement, c'est un partage. C'est un partage. Ouais. Mais au départ, c'est sûr que je les écris pour eux. Souvent, je dis... c'est vrai que des fois, on est tout seul en studio, on est derrière le micro, on est en train de chanter. C'est très dur parce que on est très seul. Et on se dit, mais pourquoi je fais ça? Et puis quand on voit des gens qui sont là, je sais pas, 1,5 million ou là, ou 250 000 comme le jour, 210 000, je ne me rappelle plus, et que tous ces gens-là sont en train de chanter ce que vous avez fait quand vous étiez seul dans le studio, ben vous vous dites, voilà, maintenant je comprends pourquoi je l'ai fait. Et le sentiment d'avoir changé la société, Michel. Vous l'avez bousculé, cette société. Sans forcément l'avoir voulu, mais vous l'avez bousculé. Oui, mais ça a été réciproque, hein. Parce que quand même, être obligé de... Je veux dire... Regardez, j'ai retrouvé ça. Vous avez la version censurée et la version non censurée. Oui. Mais vous l'avez bousculé, la société. Oui, mais enfin, bon, j'en ai payé le prix quand même, hein. J'en ai payé le prix. Parce qu'il faut quand même pas oublier, sans être trop énervé par le truc, que quand j'ai montré mon cul, mon propre pays m'a tourné le dos. Oui. Mais vous avez dit aussi, je n'ai jamais tourné le dos à mon public. Je n'ai jamais montré mes fesses sur scène. Non. Ça, vous le ferez jamais, ça. C'est-à-dire, non, je pense que ce serait un peu inutile.
Non, je pense que c'est pas nécessaire. Mais j'adore vos phrases. Vous avez dit « Je suis un homme dont la vie ressemblerait plutôt à une courbe de température dans une chambre d'hôpital ou à un ascenseur qui n'irait pas nécessairement à l'étage demandé. » Mais finalement, c'est ça qui est bien, vous n'arrivez jamais à l'étage demandé. Non, parce qu'en plus, c'est vrai que j'essaie de pousser le bouchon un peu plus loin, de me créer un nouveau challenge, de me dépasser. Moi, j'ai besoin de m'étonner moi-même. Hein. J'ai ce besoin. J'ai besoin de, je sais pas, je suis comme un boxeur qui se dit bon, mon prochain combat, je vais être encore plus fort que celui d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on y va. Totalement rassuré. Ça demande pas mal de courage et ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de préparation psychologique parce que il faut pas se gourer. C'est comme des grands athlètes, c'est comme des trucs. On a la trouille. Une seule chanson. Vous avez été en quelque sorte écrite, la mélodie par quelqu'un d'autre. C'est quand vous avez entendu le chant d'un oiseau. C'est vrai ça? Ah oui, c'est à Marrakech, à la Mamounia, absolument. C'est l'introduction de Dame Kaline. L'oiseau faisait enfin, il le faisait en sifflant, moi je ne sais pas siffler. Et lui, il ne savait pas chanter, donc c'est un bon échange. Donc j'ai écrit la suite. Mais c'est vrai que c'est un oiseau dans les jardins de la Mamounia qui a écrit les premières paroles, les premières notes de Dame La Kaline. mélodie, vous êtes le roi de la mélodie d'abord, la mélodie toujours. Mais la mélodie, c'est quoi finalement? C'est la vie? C'est le monde qui vous... Moi, je crois beaucoup à la mélodie parce que je crois beaucoup à l'épreuve de la douche. Je veux dire, par exemple, j'ai des musiciens tellement fabuleux que c'est même pas drôle. Je veux dire, j'ai un mec comme Tony McAlpine qui est pour moi le meilleur guitariste au monde. Et c'est un tel virtuose, mais c'est un virtuose qui est au service de la mélodie parce que c'est un mec qui joue 30 notes à la seconde. Quand on est sous la douche, on peut pas, on va siffler ma mélodie avant de siffler ce que joue McAlpine. Je veux dire, donc oui, la mélodie, c'est la chose qui reste dans votre mémoire. 2007, Michel, juste encore un souvenir avant de se quitter. Quand vous revenez à Bercy pour la première fois, vous retrouvez ce public après si longtemps. C'est quoi? C'est une retrouvaille d'amour? C'était absolument extraordinaire. C'était le truc qui a été bizarre. C'est que, bon, je vous parlais du track, et est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis encore à la hauteur? Est-ce que, d'ailleurs, on se pose ces questions-là. Si on ne se pose pas ces questions-là, ça veut dire qu'on est complètement inconscient. Eh bien, le truc a été extraordinaire. Et c'est là où j'ai vu l'amour du public. Le public avait peur pour moi. C'est vrai? Ouais. Quand je suis rentré sur scène, la foule a reculé. Et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai senti que vraiment, ils voulaient que je sois à la hauteur de leurs souvenirs pour ceux qui me connaissaient et à la hauteur de l'espérance du moment pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Merci, Michel. Merci, Je dis Patrick. Michel parce qu'il y a Michel et il y a Paul Naref. C'est deux personnes différentes. Aujourd'hui, c'est la même chose? On se rencontre souvent. Salut Patrick et salut à tous les moussaillons du monde entier. Merci, Michel Polnareff. Ok, au revoir.